Les énergies fossiles, le nucléaire, les énergies dites renouvelables, tant d'énergie que nous avons a priori à notre disposition pour notre bien-être. Mais cela peut-il durer indéfiniment ? Réchauffement climatique, épuisement des ressources, est-ce que ça vous parle ? Le nucléaire, êtes-vous pour ou contre ? Construire de nouveaux réacteurs nucléaires, un scandale ? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la collection Sciences et Société. Nous entamons le premier épisode de la série Atomes et énergie. Pour nous pencher sur la question cruciale de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, j'ai l'honneur d'accueillir Laurent Mayas, professeur agrégé de physique, détaché à l'École militaire de l'énergie atomique, qui est basée à Cherbourg. Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour Adeline. Merci beaucoup de nous apporter vos éclairages sur ce sujet plutôt clivant. Alors, en juin 2023, la France a voté une loi qui vise à accélérer les procédures qui sont liées à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors Laurent, pourquoi alors que nous les avions arrêtés, avons-nous décidé à nouveau de construire ces réacteurs nucléaires ? La situation énergétique globale a changé. Il y a deux écueils qui se profilent. D'une part, il y a le réchauffement climatique sur lequel nous allons pouvoir revenir, et d'autre part, il y a le problème des ressources. Si on regarde la répartition énergétique de production d'électricité en France, par exemple pour l'année 2021, qui est une année pour laquelle il n'y a pas eu d'importation électrique, la part du nucléaire est extrêmement importante, elle est de 70% environ. Or, c'est une énergie qui est controversée. Si on regarde les autres parts d'énergie, il y a le fossile, et qui pose problème parce qu'il y a le réchauffement climatique, justement. Reste l'hydraulique et l'éolien à hauteur de 12%, mais il est exploité presque au maximum, et l'éolien, mais nous allons peut-être en reparler tout à l'heure. Oui, alors si je reviens très rapidement, puisqu'on entend beaucoup parler du réchauffement climatique, cette hausse de 1,5 degré Celsius, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Alors 1,5 degré, il faut comprendre que c'est une augmentation de température sur l'ensemble de la planète, avec des variations très importantes entre les zones polaires et les zones tropicales, et également les zones tempérées. Ce qui veut dire que par exemple, on va avoir certaines zones de la Terre, ou certaines régions entières où le climat va très peu changer, et d'autres où ça va être beaucoup plus marqué. L'Europe est particulièrement concernée. On peut prendre l'exemple de l'Espagne, par exemple, qui est quasiment en voie de désertification, avec un déficit d'une année entière de pluie sur les 3 dernières années. Par exemple, le gouvernement estimait à 500 000 le nombre de puits légaux pris par l'agriculture pour assurer la production agricole, quand d'autres organismes tels que Greenpeace l'estimaient à 1 million. On arrive dans une situation critique à certains égards. D'accord. Et donc, si le réchauffement climatique n'était pas le problème, est-ce que nous pourrions quand même garder les énergies fossiles ? Alors, ça devient difficile puisque l'augmentation de la population humaine associée à la croissance fait que les ressources vont s'épuiser, et on estime que les ressources actuelles en pétrole de qualité, sous-entendu pas cher, ont encore une espérance de production de 40 ans environ, ce qui est inférieur à la durée de vie humaine habituelle. Et donc, ça va arriver très vite. Et je suppose que, étant donné notre rythme de consommation qui ne fait que croître, ces 40 ans ne sont peut-être pas encore la bonne mesure à entrevoir. 40 ans, ça arrive très très vite. Il existe encore bien d'autres sources. Simplement, ces ressources ne sont pas forcément découvertes. Il faut faire la différence entre ressources et réserves. C'est pas un jeu de mots. Les réserves, c'est ce qu'on connaît et dont on est sûr de pouvoir exploiter. Les ressources, c'est ce qu'on pense qui existe, et potentiellement, on espère que l'on pourra l'exploiter un jour. Donc, quand on parle de ressources, on a une perspective un peu plus grande, inférieure à 100 ans. Mais si on parle de réserves, avec une exploitation des réserves constantes, on arrive à 40 ans. Et donc, comme l'exploitation s'accroît, on a une espérance, j'ai envie de dire, de ressources d'énergie bien inférieure.
Et en termes de qualité de pétrole que l'on extrait, ou de difficulté à extraire, de coût à extraire, est-ce qu'on est toujours à coût constant ou est-ce que ça devient de plus en plus difficile finalement de faire ces extractions sans un coût inabordable, on va dire? Alors comme vous le soulignez, c'est de plus en plus difficile parce qu'au départ, on prend les ressources les plus faciles à exploiter avec de meilleures qualités. Et donc, si on prend l'exemple du Venezuela, qui a des qualités gigantesques, on dit équivalentes à celles de l'Arabie Saoudite, il se trouve que c'est un pétrole qui est extrêmement visqueux, qui contient des impuretés dont on doit se débarrasser, telles que le soufre, et donc qui va nécessiter un système d'exploitation, j'ai envie de dire, nouveau, avec des très lourds investissements. Et donc, on pourrait résumer en disant l'essence à 2 €, ça va être fini bientôt. D'accord, donc ça nous fait un petit peu penser aux gilets jaunes, donc ce n'est pas forcément un souvenir très, très positif. Alors, disons que on a bien compris que la consommation d'énergie fossile va devoir s'arrêter à un moment donné et donc nous allons devoir nous tourner vers d'autres sources d'énergie. On a parlé des énergies éoliennes, solaires, donc dites renouvelables. A priori, elles semblent plus acceptées par notre population que le nucléaire. Alors si nous devions un petit peu imaginer combien d'éoliennes nous aurions besoin, par exemple pour remplacer notre parc actuel de réacteurs nucléaires, on en serait à peu près à combien ? C'est une excellente question. Alors, on peut faire un petit calcul, j'ai envie de dire de coin de table, d'ordre de grandeur, à partir du nombre de réacteurs dont on dispose et de leur puissance. Donc si on regarde l'estimation du calcul, on a un parc actuel de 56 réacteurs qui ont environ une puissance de 1000 MW et on a le facteur de charge qui est un élément extrêmement important qui correspond en fait à la proportion de durée où ces centrales génèrent de la puissance. Donc il y a une partie du temps où elles sont arrêtées pour maintenance, elles sont arrêtées pour rechargement et on arrive ainsi à utiliser 70% en moyenne de la puissance totale des réacteurs. Donc on obtient ainsi une puissance de 40 000 MW. Alors pour information, c'est basé sur le calcul où on a effectivement 32 réacteurs de 900 MW, une vingtaine de réacteurs de 1300 MW et 4 réacteurs de 1450 MW. Donc le nombre d'éoliennes correspondantes, là aussi fluctue, tout dépend du choix que l'on fait. Donc si on prend une éolienne de 6 MW qui correspond à la puissance des éoliennes du parc qui va être installé au large de Saint-Nazaire, un facteur de charge de 30%. Le facteur de charge, pareil, pour une éolienne, il est bien inférieur puisqu'elle ne peut pas tourner tout le temps s'il n'y a pas de vent et si le vent est trop fort, effectivement, ça pose un problème. Donc on prend 30%, on pourra peut-être revenir sur ce point plus tard. On arrive à un total de 22 000 éoliennes. Et actuellement, on a combien du coup d'éoliennes sur notre territoire ? Alors actuellement en France, on dispose de 15 000 éoliennes, toutes installées sur Terre. D'accord, donc il faudrait doubler, voire plus que doubler finalement ce nombre d'éoliennes qui semble colossal. La question qui vient ensuite, c'est où va-t-on installer ces éoliennes ? Oui, alors ces 22 000 éoliennes, c'est un chiffre minimal, puisque ça veut dire qu'on les utilise pour ne pas utiliser justement d'énergie fossile ou de parc nucléaire. Or là, ça ne prend que le parc nucléaire. Il faudrait rajouter en plus l'électricité d'origine fossile, qui était à hauteur de 7%, ce qui augmente encore le nombre. Elle est placée, le seul endroit vraiment vanté où nous avons de la place, c'est bien sûr le littoral. Donc ça veut dire que si on regarde la surface ou la disponible ou sur le littoral atlantique a une longueur de 1300 km. Ça revient à placer, pour ces 22 000 éoliennes, environ 17 éoliennes par kilomètre. Si on rajoute la Manche, on peut diviser par 2, arriver à 8 éoliennes par kilomètre, sachant qu'à ces puissances, une éolienne a une dimension à peu près de 150 mètres. Donc ça nécessite une ligne continue, un peu chevauchée, d'éoliennes. On peut mettre moins d'éoliennes plus puissantes, mais dans ce cas-là, elles sont plus grandes et le problème revient au même. Oui, et puis je suppose donc en mettant, si on pouvait exploiter à la fois le littoral et les terres, alors il y a déjà finalement les places les meilleures sont déjà prises, donc on ne pourrait pas exploiter les éoliennes qu'on placerait à leur puissance nominale. Et puis après, il y a aussi, je suppose, des sites qui sont protégés, des sites qui sont refusés par rien que les habitants. Les éoliennes, c'est bien, mais pas à côté de chez nous peut-être.
C'est le problème de l'acceptabilité des installations, mais que ce soit des éoliennes ou des réacteurs nucléaires, de toute façon, il y aura toujours une résistance de la population. C'est tellement mieux d'installer un système chez le voisin. Alors là où se posent quelques problèmes, c'est des sites très vantés, très prometteurs, mais qui sont sur des zones protégées. On a le problème dans le Languedoc, c'est pas très facile à prononcer comme région, la présence d'éoliennes dont le tribunal administratif a demandé la désinstallation puisque ça tuait les aigles royaux qui étaient présents à cet endroit. Et donc on a toujours des obstacles pour les mettre et c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a de la place que c'est facile de les installer de surcroît. Oui. Donc installer quelques éoliennes dans des sites vantés, c'est possible. Quand on a plusieurs dizaines de milliers d'éoliennes à placer, les places deviennent beaucoup plus chères. Et en plus, je souligne un terme, quelque chose que vous avez dit juste précédemment, c'est qu'on pourrait penser que plus il y a de vent, mieux c'est pour nos éoliennes, mais a priori, ça peut aussi poser problème. Bien, si le vent souffle extrêmement fort, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de tordre les pales et les pales peuvent casser. Il arrive que par des défauts de fabrication, des éoliennes cassent. Donc une éolienne se met en roue libre à partir d'environ 80 km/h et puis elle ne produit pas de puissance en dessous de 10 km/h. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'elle va avoir un rendement nominal autour de 70 km/h, tout dépend de la conception. Mais quand le vent souffle à 30 km/h, si une éolienne fonctionne, sa puissance est bien inférieure à celle indiquée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'indiquais bien un facteur de charge de 30%, c'est-à-dire qu'en moyenne sur l'année, quand on installe une éolienne de puissance de 10 MW, sa puissance va être d'environ 30%, c'est-à-dire 3 MW. Alors, donc, l'utilisation de l'éolien semble être une solution, mais il existe quand même des limites qu'on ne va pas pouvoir dépasser. Et donc, peut-être qu'on peut se tourner un peu vers le solaire pour voir si, pour comparer un peu ce facteur de charge, par exemple. Alors, pour le solaire, le facteur de charge est différent, puisque le solaire, c'est bien l'énergie due au soleil. Et donc, le soleil, comme chacun sait, enfin, je pense, ne brille pas la nuit. Donc ça veut dire que le facteur de charge est de toute façon bloqué par une limite théorique à 50%. Et puis évidemment, quand il y a des nuages, quand le ciel est plus sombre, eh bien, la puissance diminue et on retient comme facteur de charge la valeur de 10%. Ce qui nécessite quand même de mettre 10 fois plus de panneaux que de la puissance nominale qu'il pourrait recevoir ou produire. Donc vous êtes en train finalement d'aborder la notion d'intermittence de ces énergies ? Oui, c'est ça. Là, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on ne peut avoir du courant quand on utilise des énergies renouvelables que quand la situation climatique ou météorologique est favorable. Donc avoir de l'intermittence ou un manque de disponibilité veut dire qu'on doit nécessairement, si on veut avoir une vie confortable, accroître considérablement la puissance. Et encore, déjà qu'on vient de voir que pour suppléer au réacteur nucléaire, il y a trop d'éoliennes. Si en plus on a une puissance intermittente, ce qui se passe et c'est ce qui se comprend, chacun utilise des batteries pour pouvoir recharger son téléphone, regarder la télé. On peut citer l'exemple du Népal qui avait beaucoup de coupures de courant et dont l'entreprise de production d'électricité n'arrivait plus à connaître quelle était la puissance réellement nécessaire. Et je crois qu'elle était de plusieurs dizaines de pourcents en plus, parce que dès que le courant arrivait, tout le monde chargeait ses batteries, ce qui faisait une surpuissance demandée sur le réseau. Donc si je comprends bien, donc pour les fans d'éoliennes, de solaire, finalement, si on devait n'utiliser que cette ressource dite renouvelable, on devrait changer complètement notre façon de vivre. Complètement. On est dans une autre société et la société, j'ai envie de dire, d'énergie facile, où on en a besoin de lumière, de chauffage, j'ai envie de dire, même pas d'un claquement de doigts, si tu appuies sur un bouton, ça serait fini, en quelque sorte. Et puis, il y a un point qu'il ne faut pas négliger, c'est que ça reste une énergie d'appoint. C'est nécessaire puisque c'est un apport d'énergie, il ne faut pas s'en priver. Mais c'est insuffisant et puis ça émet également du CO2. Il faut voir que quand on construit une éolienne dont le mât fait 150 ou 200 mètres de haut, il y a nécessité de construire un socle qui doit être en général en béton, qui est extrêmement important, et donc il y a une production de CO2 associée à ces énergies. D'accord. Alors, on a des énergies plutôt intermittentes, pas quand on en a envie. Est-ce qu'on pourrait justement imaginer de garder cette continuité en énergie en ajoutant le nucléaire ? Est-ce que c'est une solution ? Alors,
une solution en ajoutant le nucléaire. Alors, je voudrais revenir quand même sur le point, c'est sur cette intermittence. Ça veut dire que quand on est en énergie intermittente, ça veut dire que quand vous avez besoin de téléphoner, vous n'avez plus de courant, donc vous ne pouvez pas. Quand vous voulez prendre le train ne peut pas partir nécessairement. Quand vous prenez un ascenseur, s'il n'y a plus de courant, vous êtes soit bloqué au 20e étage, soit vous ne pouvez pas monter. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez des réserves d'énergie, donc vous avez accumulé plus de batteries, etc. Alors qu'on arrive dans un système où on n'a quasiment jamais de coupure de courant, où ces questions ne se posent pas. Donc ça veut dire que si on se tourne vers le nucléaire, on se tourne alors à ce moment-là vers une énergie qui est disponible, qui devient donc plus intéressante. Mais simplement, c'est controversé, comme on l'a dit, pour deux raisons. Il y a le problème, on pourrait dire, des déchets nucléaires, et puis il y a le problème aussi des risques d'accidents nucléaires. Alors, quand vous parlez des déchets nucléaires, vous entendez ce qui reste de radioactif et dont on ne sait que faire. Alors, là, je ne suis pas d'accord. C'est pas qu'on ne sait pas quoi en faire. Il existe des solutions, il y en a plusieurs. Et ces solutions, en fait, n'ont pas été choisies. Aucune de ces solutions n'a encore été choisie. On est en train de réfléchir, faire de la programmation, etc. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas un handicap que d'avoir des déchets nucléaires pour l'instant, puisqu'il s'agit juste de faire un choix. On peut les entreposer, on peut éventuellement les recycler, on peut les stocker. Enfin, c'est un choix à faire. J'aurais insisté sur la différence entre entreposage et stockage. Le stockage, il est plutôt définitif. L'entreposage, c'est on les met en attente d'avoir une solution pour les traiter, soit carrément les stocker, soit les exploiter à nouveau. Alors le fait de pouvoir les entreposer, c'est que finalement, on peut quand même finalement contrôler leurs limites spatiales, alors que si l'on compare avec l'émission du CO2 lors de l'utilisation, par exemple, des énergies fossiles, là, on est un petit peu devant une émission à contrôler. Alors, la tonne équivalent pétrole, c'est donc la production d'énergie que va qu'on va récupérer en brûlant une tonne de pétrole. C'est de l'ordre de 42 gigajoules pour le chiffre. Et donc, on récupère la même énergie en exploitant 20 grammes, seulement 20 grammes d'uranium, enfin même d'uranium enrichi. Et donc, une fois qu'il est prêt à être mis dans un réacteur nucléaire, ce qui veut dire qu'on a le poids d'un moineau d'un côté en combustible qui va être irradié, donc qui sera un déchet nucléaire, en comparaison d'une tonne de pétrole qui sera répartie dans l'atmosphère. On a donc une matière qui est énergétique extrêmement concentrée, extrêmement réduite, ce qui veut dire qu'à l'échelle du pays, on a une quantité et un volume de matière radioactive qui est extrêmement faible. Donc il existe des solutions pour la partie déchets nucléaires. Il suffit simplement de s'y pencher et de choisir la décision que nous allons prendre. Par contre, le deuxième point que vous avez souligné dans la problématique du nucléaire, ce sont les accidents nucléaires qui restent une question inquiétante et entière. Alors, elle est inquiétante et entière, évidemment, puisqu'elle concerne la population humaine et elle concerne des impacts à long terme. Simplement, on est confronté aussi aujourd'hui au réchauffement climatique qui vont générer d'autres catastrophes, des inondations, des incendies. Et puis, je me suis amusé à comparer les grands incendies, deux grands incendies simplement qu'il y a eu ces dernières années. Alors, je les ai retracés sur une carte de France. Donc, vous voyez, il y a eu deux grands incendies en 2022 au Canada, avec une forêt boréale qui a été extrêmement sèche, et puis celle d'Australie en 2020, où il y a eu jusqu'à 500 millions, environ 480 millions, d'après certaines estimations, mais en retirant certaines espèces, alors sans les insectes, qui ont péri. Comparativement, Tchernobyl et Fukushima, qui autant marqués qu'ils l'étaient, ont aussi bien sûr des victimes comme les incendies, et il y a des surfaces, somme toute, relativement réduites eu égard aux incendies, qui, eux, se répètent tous les ans, parce qu'on aurait pu rajouter pour les incendies ceux de Grèce, du Chili, ceux d'Amazonie. Et puis, la durée qui sépare les deux accidents nucléaires, aussi difficiles qu'ils soient, sont quand même séparés de 30 ans. Donc, le risque est limité, même si on n'a pas réussi et que ça reste inacceptable d'avoir de tels accidents. On en a toujours l'impression que c'est de la responsabilité humaine et que les incendies sont une espèce de fatalité, mais ils sont bien de la responsabilité humaine et par le réchauffement climatique également. Alors c'est vrai que la population, on a tendance à quand même penser, avant de penser aux animaux, aux pertes humaines finalement qui sont les conséquences de ces accidents. Et donc du coup,
qu'est-ce qu'on peut faire face à ces pertes humaines ? Ouais. Pas grand-chose à faire, sinon il faut les ramener à l'échelle mondiale et ça reste réduit. Il faut voir qu'à Fukushima, il n'y a pas eu de décès. Et puis, il y a eu plusieurs centaines à Tchernobyl, mais il ne faut pas se fixer uniquement sur les décès parce qu'il y a en contrepartie, notamment à Tchernobyl, des milliers de cas de cancer, et quand les enfants ont des cas de cancer, c'est pas acceptable. Mais simplement, d'un autre côté, on ne regarde que ça et on ne compare pas l'effet des énergies fossiles, et je pense notamment au niveau de pollution de l'Inde, où les niveaux sont tels qu'il y a une quantité de personnes qui décèdent d'asthme, etc., ou à quel point on n'arrive plus à trouver de fonctionnaires diplomatiques pour travailler à New Delhi, tellement l'air est pollué. Et donc, en fait, vivre, c'est polluer, et le tout est de savoir quel type de risque et de pollution on est prêt à accepter. Pour l'instant, on est prêt à accepter n'importe quel air pollué, quasiment, peu importe les impacts, alors que le nucléaire, et c'est à mon sens l'avantage, il est extrêmement localisé et n'a pas d'autres conséquences que sa localisation. Et donc, pour ça que, en ayant un regard froid, le nucléaire n'est peut-être pas une si mauvaise solution que ça. Alors, on se rend compte quand même, on est quand même conscient du prix que cela peut engendrer d'utiliser le nucléaire, mais justement à ce prix-là, peut-être qu'on y gagne derrière. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu plus les avantages du nucléaire maintenant ? Les avantages avant tout, c'est la disponibilité qu'on n'a absolument pas avec l'éolien, même à grande échelle. On n'a pas une couverture de vent à l'échelle d'un pays avec l'éolien. L'Allemagne, qui avait développé un grand parc d'électricité, a été face à des chutes brutales de vent sur des régions entières et devait avoir des énergies fossiles pour faire face à cette situation par d'arrêt du vent. Et puis, surtout avec le nucléaire, donc on a une production assurée, une disponibilité qui nous permet d'avoir un certain confort de vie, et plus qu'un confort de vie, puisque si on regarde le graphique, la courbe suivante, là que j'ai retracé pour un ensemble de pays, alors il n'y a pas tous les pays présents, mais on voit que l'espérance de vie simplement en bonne santé, sans parler du développement d'hôpitaux, etc., qui fonctionnent électriquement et qui permet d'augmenter la durée de vie, juste la durée en bonne santé, c'est-à-dire, on pourrait dire, la vie telle que si on a de l'électricité, on n'est pas soumis à des contraintes physiques qui nous amènent à avoir des lésions sur notre organisme. Et donc on voit que les pays les plus pauvres qui ont une production électrique relativement faible ont une espérance de vie en bonne santé de l'ordre de 55 ans, alors que les pays beaucoup plus riches tels que la France, qui est un peu avant 8000 TWh par habitant, a une espérance de vie de l'ordre de 73 ans. Tout à droite, c'est la Finlande. En fait, ça correspond aux pays froids qui ont besoin de dépenser plus d'électricité pour le chauffage, mais c'est aussi un confort. Et alors ça, c'est le premier point que l'on gagne. Et donc, la disponibilité, c'est vraiment de pouvoir s'assurer en fait, qu'on soit soigné quand on a vraiment besoin d'aller dans un hôpital. Alors, imaginons que vous nous avez convaincus que le nucléaire pouvait être un atout à exploiter. Ne serions-nous pas, finalement, à un moment donné, confrontés au même problème d'épuisement de la ressource, comme on le voit actuellement avec le pétrole ? On va l'avoir, mais là, le choix est un peu différent. Donc, si on regarde les ressources qui peuvent apparaître en fonction des réserves mondiales, on estime le charbon à 140 ans, mais on a dit qu'on n'utilisait plus le charbon pour les conséquences climatiques, et Dieu sait si elles sont sévères. On ne devait plus utiliser le pétrole, et notamment les automobiles, ni le gaz, et donc la dernière ressource en grande quantité disponible reste l'uranium. On limité ici à 80 ans parce qu'il s'agit des réserves d'uranium, mais en fait, nous utilisons 0,7% de l'uranium que nous extrayons, et il y a possibilité d'utiliser 99,3% de l'uranium, mais dans d'autres réacteurs. Alors, si je résume un petit peu notre échange, voir un petit peu quelles conclusions on pourrait donner de tout cet échange. Si on abandonne le nucléaire et qu'on reste et les énergies fossiles bien sûr, et qu'on reste sur les énergies dites renouvelables, nous réduisons drastiquement notre responsabilité face au réchauffement climatique. En tout cas, nous ne l'empirons plus. Par contre, nous devons nous engager à un changement de vie drastique et très peu confortable pour nous, comparativement à ce que nous vivons actuellement, où l'énergie est plutôt... on a l'impression que l'énergie est illimitée et disponible au temps T où on en a besoin. D'un autre côté, si nous décidons d'allier ces énergies renouvelables
au nucléaire. Cela nous permettrait quand même d'adoucir finalement cette contrainte de changement, bien qu'elle reste quand même notre futur de plus en plus proche, a priori. Et cela dépend quand même de notre choix, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en fonction du réacteur nucléaire que nous déciderons d'utiliser, comme vous dites, pour le moment, nous n'exploitons que 0,7% de la ressource d'uranium. Il y a peut-être des solutions pour utiliser davantage et donc peut-être faire grandir notre espérance d'énergie. De combien à peu près? Donc vous parliez de je ne sais plus si vous l'aviez dit, d'une dizaine d'années au départ, et on pourrait espérer quelle espérance d'énergie, on peut parler un petit peu comme ça. Alors, il faut voir que le nucléaire, de toute façon, ne suppléera pas à tous nos besoins énergétiques, même avec un parc de voitures électriques complet. On ne pourra pas avoir le confort de vie que nous ayons dans l'avenir, avec ou sans nucléaire. Et avec le nucléaire, on adoucira, comme vous l'avez dit, la difficulté de ne plus avoir de ressources d'énergie. Et en changeant de réacteur, on peut envisager plusieurs centaines d'années. Mais ça reste un autre problème. D'accord, je suppose que c'est une causerie complète. Entièrement. Alors, on va se donner rendez-vous pour une prochaine causerie sur ce sujet, justement. Si vous êtes aussi curieux que moi, mais je vous invite à ne pas manquer l'épisode prochain sur ce thème précis. Je tiens à remercier chaleureusement Laurent Mayas pour cette analyse éclairée du contexte énergétique actuel. Merci Laurent. Merci à toi Adeline. Et à très prochainement. À bientôt.